Bonjour. Donc dans cette vidéo, je voudrais faire le bilan un peu des forces politiques en présence à propos des Français de l'étranger parce que ça me paraît particulièrement important dans les débats qui y aura dans les 3 ans qui viennent, où il y aura nécessairement des discussions sur la fiscalité des Français de l'étranger, donc ça me paraît très important. Mais avant de faire un bilan, je voudrais quand même expliquer que la problématique de l'impôt universel, c'est pas juste une problématique en fait de euh, paiement ou de non-paiement de l'impôt. Je veux dire, que vous payez 0 € ou 10 euros ou 1 million d'euros, peu importe, le problème de ça, en fait, c'est tout le fardeau administratif qu'il y a autour. C'est-à-dire que l'impôt en lui-même, le chiffre de l'impôt, c'est une chose, et ça, à la limite, c'est vu après dans des textes, mais la problématique la plus grave, la plus importante, la plus handicapante pour les Français de l'étranger, c'est tout le fardeau administratif. Et là, que vous soyez milliardaire, exilé fiscal, ou que vous soyez, disons, prof ou avec des petits boulots, vivant comme ça un peu avec des salaires assez bas dans des pays étrangers, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'expatriés qui roulent pas sur l'or, hein, même qui sont carrément pauvres, on peut le dire. Euh, eh bien, à ce moment-là, vous êtes quand même impacté. C'est pas juste un truc de milliardaire. J'irais même jusqu'à dire, en fait, les gens qui vont être les moins impactés par ce genre de loi, ce sont justement les gens qui ont beaucoup d'argent, les milliardaires. Je suis pas contre eux, hein, mais force est de reconnaître qu'ils ont à leur disposition tous les cabinets d'avocats qu'ils veulent. Ils ont l'habitude de traiter ce genre de choses-là, donc c'est vraiment pas ça qui va leur poser problème. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut comparer avec nos amis expatriés américains pour voir dans quelle situation ils sont. C'est ça le problème. Si vous voulez, vous avez en gros 3 gros types de problèmes. Déjà, il y en a un quatrième que je mets entre parenthèses, c'est le principe d'égalité, parce que on pourrait imaginer qu'à partir du moment où il y a la mise en place d'un impôt universel, sous, comment dire, prétexte d'égalité, bah, il faut vraiment que ça soit égalité. Ça veut dire l'école des enfants, il faut qu'elle soit gratuite, comme en France. La sécurité sociale, la retraite, tout ça, il faut que ça soit aussi gratuit comme en France, ou aux mêmes conditions qu'en France. Et voilà, et puis il faut qu'il y ait aussi éventuellement des prestations sur le chômage, sur les choses comme ça. Je veux dire, à partir du moment où on veut mettre les choses à égalité, pourquoi pas? Mais il faut que ça soit égal sur tout. Faut pas qu'il y ait qu'on paye en fait, ou même c'est même pas la question de payer, mais qu'on doive consacrer du temps à un fardeau administratif qui ne nous concerne pas finalement, pour des choses auxquelles on n'a pas le droit. Parce qu'à ce moment-là, ça devient du vol. Je veux dire, à partir du moment où vous prenez de l'argent sans rien vous donner en échange, c'est du vol, c'est pas autre chose. Donc, si on regarde un peu les Américains, euh, juste voilà, vous tapez American Expat Bank Account France par exemple, hein, mais en fait c'est valable pour n'importe quel autre pays. Vous voyez que seulement un petit nombre de banques, donc ça doit vous mettre la puce à l'oreille, hein, BNP Paribas, Crédit Agricole et Fortuneo, point, voilà, point barre, permettent aux Américains d'ouvrir un compte en banque en France. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Il y a 3 banques en France qui permettent ça. Et Fortuneo, c'est pas ultra connu. Donc, quelque part, il n'y a pas. Il y a d'autres banques importantes en France qui visiblement n'acceptent pas ça. Donc il faut bien comprendre que demain, et ça, je vous montre la France parce que c'est juste un exemple, mais en fait, c'est dans n'importe quel autre pays où ça se passe pareil, hein. C'est vraiment important de bien comprendre ça. Du jour au lendemain, vous allez vous faire mettre à la porte des banques au prétexte que vous êtes français. Parce que si vous voulez, le truc, c'est que ce qu'on, dans le texte de loi qui a été présenté,
on parle d'impôts, de déclarations, donc tout ça, ça reste en fait très théorique, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que vous avez nécessairement derrière des outils de contrôle, et à ce moment-là, les outils de contrôle deviennent nécessairement contraignants pour les institutions financières étrangères. Je vous rappelle quand même que dans certains pays, je l'ai vu défiler dans les commentaires, mais vous pouvez m'en mettre d'autres, hein, dans certains pays, juste le fait d'être français en 2024, à l'heure actuelle, pose déjà des problèmes pour ouvrir des comptes en banque à l'étranger. Donc s'il y a ce genre de choses qui est mis en place, tout le monde sera impacté. Et là, c'est pas une histoire de milliardaires. Eux, ils trouveront toujours des gens pour leur ouvrir des comptes en banque. Ça va être les gens de la base. Vous ne gagnez pas nécessairement beaucoup d'argent. Vous êtes français. Ça va générer beaucoup de procédures. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Le temps, c'est de l'argent. Peut-être vous n'avez pas l'habitude de gérer ça, mais quand on gère une entreprise, on sait très bien. Quand vous consacrez 1 heure à faire quelque chose, c'est 1 heure d'argent que vous payez. Donc ces banques, si elles ne trouvent pas leur compte en vous acceptant comme client, si le fardeau administratif ou les risques de se voir, d'avoir des procédures de rétorsion suite à des contrôles ou des choses comme ça, nécessairement, ils vont dire non mais c'est bon, pour l'argent que vous nous rapportez, franchement, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc à ce moment-là, vous allez avoir... même si vous n'êtes pas touché par la loi en termes d'argent à payer en plus, de toute façon, vous allez vous retrouver dans cette situation-là, comme les Américains. Et regardez, les Américains, on dit que c'est la première puissance du monde, etc. Mais même eux peuvent pas éviter ça. Même eux peuvent pas éviter ça. Hein. Donc c'est quand même... et c'est un souci, vous regardez sur les forums d'expatriés américains, les Américains, ils ont ce souci partout. Donc vous l'aurez aussi, enfin nous l'aurons aussi, ce souci, c'est évident. Ça c'est le premier point, disons. Le deuxième point, c'est le fardeau administratif, parce que de toute façon, impôt universel, vous allez devoir faire des déclarations. Donc vous allez devoir faire des déclarations, je sais pas moi, vous donnez des cours de français, à des gens dans tel ou tel pays, vous allez être obligé de déclarer à la France, en plus du pays localement où vous êtes, tout ça. Hein. Et éventuellement, si vous ne le faites pas, c'est-à-dire que si c'est de l'argent liquide ou des choses comme ça, payé parce que c'est pas cher, vous pouvez risquer d'avoir un problème, voire même vous pouvez risquer d'être dénoncé. Donc vous ne pouvez pas vous permettre en fait de ne pas tout déclarer et de tout bien faire les choses. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose ce qu'il faut bien comprendre. Ça touche pas que les riches, très loin de là, et je dirais même pratiquement bien au contraire. Il y a aussi, il y a aussi tout un tas de problèmes. Hein. Il y a aussi le problème c'est ce que vous trouvez sur des forums américains. Ils n'arrêtent pas de discuter de cette problématique. Il y a aussi, vous voyez, ils ne prennent pas les citoyens américains comme clients, voilà. Enfin, je veux dire, ils en sont là, Donc, et puis c'est pas tout. Il y a aussi des problèmes au niveau de l'embauche. Hein. C'est montrer un autre site, hein, je veux dire, si vous voulez, c'est une problématique qui est très connue dans le monde anglo-saxon et chez les expatriés américains. On n'en parle pas en France parce que ça fait pas les gros titres des journaux, on préfère parler de je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment un très très gros problème. Euh, vous avez le problème de l'accès aux institutions financières, aux banques, hein, voilà. C'est un gros problème, même ça finit par devenir un gros problème, même aux États-Unis. C'est-à-dire que les expatriés américains qui sont à l'international, ils ont du mal à avoir des comptes en banque à l'international, mais aussi dans leur propre pays. Donc c'est vraiment
un problème très connu, très discuté, et, voilà, c'est ça le problème. Il faut pas croire que c'est juste un problème de millionnaires, je dirais, ou de milliardaires. Bien au contraire, ceux qui vont être le plus impactés, en fait, c'est les expatriés, qui sont normaux, qui travaillent, etc. Et voilà. Donc il y a tout un tas d'autres implications, hein, et encore une fois, ça touche pas les milliardaires, hein. C'est vraiment les expatriés les plus normaux. Et donc voilà. Bon, maintenant, donc je vous avais dit que on va regarder la partie plutôt politique, en fait, les rapports de force, hein. Donc ce qu'on peut voir, c'est que élections législatives représentant des Français de l'étranger. Donc si on regarde l'Assemblée nationale, on a votant au second tour, donc 37%, 36% au premier tour, donc ça c'est à peu près normal en fait, si j'ose dire, enfin c'est à peu près pareil on va dire. Le taux d'abstention il est beaucoup plus fort en fait qu'en métropole, mais bon, c'est pas nécessairement toujours évident de voter quand on est à l'étranger. Enfin, il y a des situations vraiment très diverses. Ça peut être relativement compliqué. Euh, donc, au niveau des forces en présence, on a évidemment le groupe Ensemble. Euh, sur la totalité, en fait, on a 9 députés élus. On a 9 députés élus. Pour le nouveau Front Populaire, on a un député élu. Pour le RN, on a 0 député élu. Pour le centre, on a un député élu. Pour l'UDC, on a 0 député élu. Voilà. Donc voilà comment se situe le rapport de force. On peut voir que euh, donc le RN ne figure que au premier tour en fait, hein. Clairement, il y a moins d'expatriés qui vont voter pour le Rassemblement national, de même que pour divers centres et l'UDC, hein. Par contre, on a deux blocs importants, hein, qui sont évidemment euh, la liste ensemble, donc les macronistes, hein, voilà, et le nouveau Front populaire. Donc c'est assez marrant parce qu'ils ont... bon, ça s'explique, hein, localement, hein, évidemment, parce que là, on est en termes de nombre de voix. Évidemment, ça recouvre pas, non, ça peut pas recouvrir le nombre de députés, mais ils sont à peu près à égalité en fait. On voit qu'on est, voilà, on tourne entre 30 et 50%, quoi. Je sais pas, on peut faire une moyenne à 40, 40, 40%, quoi, quelque part. Donc voilà, voilà un peu des forces en présence. Et ce qui est assez drôle, en fait, c'est que le nouveau Front Populaire, le NFP, qui est porteur justement de cette loi sur la taxation des Français de l'étranger, en fait, ils sont quand même juste derrière, ensemble, hein. Donc c'est quand même assez amusant. On voit qu'on a Génération S, qui est, je crois que c'est le parti, ouais, c'est le parti socialiste, hein. Voilà, qui ont, j'imagine que c'est eux en fait qui ont le député, hein. Et tout le reste, eh ben, c'est plutôt donc la droite et puis les macronistes en fait. Voilà. Donc on voit d'ailleurs aux élections européennes, réparties par circonscription, euh, les différents partis politiques. Donc le RN en fait, ils sont plutôt bons dans la, comment dire, dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire Espagne, Portugal. Je sais pas s'il y a il y a d'autres pays. On a aussi l'Italie, la Grèce, la Turquie. Et puis l'Afrique de l'Est,
hein, l'Afrique de l'Est, et puis l'Arabie Saoudite. J'imagine ça doit comprendre aussi Dubaï. Voilà. Sinon, bon, ensemble, oui, bon, ok. LFI, tiens, LFI, ils sont très très forts. LFI, ils sont, donc ça c'est l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Hein. On a, ils sont aussi bien implantés dans l'Afrique de l'Est en fait et à Dubaï. Enfin, Dubaï, quand je dis Dubaï, c'est aussi l'Arabie Saoudite, hein, évidemment. Ok. REC, qu'est-ce que c'est que ça, REC? Reconquête. Ah ouais, ok. Donc là, c'est l'Italie, la Grèce et la Turquie. Ok. Ok. Les écologistes. Les écologistes, ils sont dans l'Europe du Nord, hein, principalement. Quatrième, c'est quoi ça? C'est le Benelux. Le Benelux. Et puis l'Europe de l'Est, en fait. Hein. L'Europe de l'Est, voilà. Et puis donc tout ce qui est PP, place publique. Bon, PS, voilà, eux ils sont juste derrière ensemble, en fait. Donc toute l'Amérique du Canada, Amérique du Nord. Alors je pense qu'il y en a beaucoup plus au Canada, je crois. J'ai cru comprendre. Euh, En Amérique latine, ouais, ils ont quand même des scores qui sont assez importants un peu partout, sauf voilà, Italie, Grèce, Turquie, sauf et en Afrique en fait. Et il y a l'Asie. Il y a l'Asie où ils sont mieux implantés. Donc voilà un peu le rapport de force. Donc là, il y a les macronistes, hein, en jaune. Euh, voilà, bon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, mais en tout cas, une chose est claire, hein, c'est que en termes d'électorat, voilà comment on se situe. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser quand même, c'est que bah, clairement, les intérêts des Français de l'étranger sont pas du tout les mêmes que ceux de métropole. Enfin, c'est même pas tellement d'ailleurs, j'ai peut-être tort de dire ça. En fait, ce que je devrais plutôt dire, c'est que les problématiques des uns et des autres sont pas connues, hein, quelque part. C'est-à-dire, enfin, sont pas connues de l'autre. Ça veut dire, les Français de métropole, globalement, pensent que les Français de l'étranger, c'est des gros riches. Et voilà, et bon, c'est à peu près tout ce qu'ils arrivent à avoir de la situation. Et d'ailleurs, ils le voient même pas, en fait. Ils l'imaginent plutôt qu'ils le voient. Et donc, bah, ça crée nécessairement, je veux dire, pour prendre des décisions, il faut comprendre de quoi on parle. Quand on connaît pas et quand on comprend pas de quoi on parle, c'est difficile de prendre des décisions. D'autre part, tous ces gens-là, en fait, tous ces députés, je veux dire, il y en a combien? Il y en a une douzaine. Tous ces 11 sièges à l'Assemblée nationale, en fait, c'est plus un problème qu'une solution. Pourquoi c'est plus un problème qu'une solution? Bah parce qu'avec 11 sièges, avec 11 sièges, ils vont pas faire bouger beaucoup de choses. Et ils sont quelque part assez soumis finalement aux décisions de leur chef de groupe et chef de parti, etc. Et il y a nécessairement un antagonisme entre, ou au minimum une incompréhension entre la situation des Français de métropole et la situation des Français de l'étranger. Donc quelque part, on peut se poser la question sur l'adéquation en fait de cette représentativité. C'est pas que leur, leur point de vue ou leur décision soit mauvaise, hein, c'est pas ça la question.
La question, c'est qu'ils sont un peu noyés dans le reste et que finalement, on peut se poser la question de leur utilité. C'est surtout ça le problème. Euh, les lois qui concernent les Français de l'étranger devraient être quelque chose euh, quelque part un peu mis à part ou voilà. Mais ça me paraît difficile en fait que des gens puissent prendre des décisions sur des sujets qu'ils connaissent pas du tout, hein, et dont ils ne subissent pas les conséquences en fait. C'est surtout ça la question. Je veux dire, les députés qui sont tous les autres députés, donc les 500 et quelques qui siègent à l'Assemblée nationale, quelque part, ils restent sur le territoire français. Quand ils prennent des décisions, bah, ils envoient les conséquences sur le terrain, alors que quand ils prennent des décisions pour les Français de l'étranger, eh ben, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est-à-dire ils peuvent prendre à peu près n'importe quelle décision. Ça changera pas grand-chose à leur vision des choses sur le terrain. Et pourtant, ça va impacter des millions de personnes. Donc je crois qu'il y a vraiment, enfin, à l'occasion de ce débat, hein, où d'ailleurs on voit bien, je veux dire, comment dire, l'amendement qui a été déposé par LFI, enfin non, par le NFP, l'amendement qui a été déposé par le NFP, soutenu par le RN, et puis par, je sais pas, d'autres députés qui ont, qui ont voté pour, eh bien, cet amendement, il a été rédigé d'une manière ni faite ni à faire, hein. C'est-à-dire qu'on voit bien en lisant le truc que ça tient pas debout. Ne serait-ce que même l'expression française, quelque part, elle est ambiguë, on dirait un truc rédigé sur un coin de table. Pourquoi? Parce que ces gens-là, s'ils avaient vraiment été à la place d'un Français de l'étranger, au moins ils auraient essayé de rédiger leur amendement de manière compréhensible et de manière à ce que ça tienne un peu la route. Mais là, visiblement, ils en avaient rien à faire, quoi. Je veux dire, je m'explique pas ça autrement, hein. C'est juste, voilà, utiliser les Français de l'étranger comme bouc émissaire de manière à faire passer l'image qu'on est plus social, plus machin, plus truc. Mais voilà, ça correspond pas à des réalités, ça correspond pas à une écriture. Le fait que cette écriture soit bâclée montre bien il y a clairement un problème. Donc voilà, l'idée, c'est juste de montrer ça. Après, les décisions qui seront prises, j'imagine qu'il n'y aura pas de décision prise parce que de toute façon, ça, les Français de l'étranger présentent probablement pas un poids suffisant pour faire bouger les choses. Je pense que le problème, c'est surtout que à long terme, en fait, à long terme, ça va être négatif. Si ce genre de loi-là est prise, ça sera négatif assez rapidement pour les Français de l'étranger. Et ceux qui ont voté pour le NFP bah, vont vite s'apercevoir de ce qui se passe. Et puis ceux qui ont voté pour le Rassemblement national aussi, parce que mine de rien, même si, enfin, je veux dire, 62 000 voix, même si c'est beaucoup moins que le NFP et Ensemble, bah, ça représente quand même bon, une certaine quantité d'électorat, voire même il peut y avoir un électorat supplémentaire à mobiliser. Enfin, je veux dire, visiblement, là, il y a eu des mobilisations qui ont eu lieu, des reports de voix, etc. Bon. Euh, Mais à long terme, le signal qui est envoyé est un signal qui est même envers les Français de métropole, parce que même si les Français de métropole ne sont pas du tout concernés par cette loi-là, déjà, premièrement, les expatriés, ils ont des familles en métropole, ils ont des connaissances. Donc quand ils vont voir
en fait, tout le fardeau administratif, tout le fatras, la fermeture des comptes bancaires, etc., qui va leur tomber dessus suite à ce genre de loi, hein, bah, à ce moment-là, peut-être ça va faire réfléchir les autres. Et puis, ils vont commencer, disons, la France a quand même vécu jusqu'en 2024 dans un espèce de petit nuage. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais je pense que là, il y a carrément une précipitation, comme en chimie, hein, une précipitation de, comment dire, des événements, hein, qui fait que les gens sont de plus en plus en train de s'apercevoir que l'État est probablement plus à la place qu'il devrait occuper, ou que les temps ont changé, on n'est plus au 19e siècle, et bah, l'État n'est plus adapté à cette nouvelle donne. Taper sur les Français de l'étranger, c'est un signal pour dire, voilà, si vous fuyez la France, si vous partez de France, si vous êtes un expatrié, à ce moment-là, quelque part, vous êtes un coupable, vous êtes un traître, vous êtes ce genre de choses-là. C'est une rhétorique assez connue dans les régimes de type socialiste, hein. Mais l'effet que ça aura, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que voyant ça, des gens qui commencent à comprendre que ça commence à devenir un peu chaud, bah, ça va ne faire que les inciter à partir. Pourquoi ça va les inciter à partir? Parce que je pense que on comprend facilement que même si ce genre de loi passait, hein, si la loi sur la taxation des expatriés passait, à ce moment-là, la situation en France métropolitaine deviendrait beaucoup plus difficile. Donc à la limite, il vaut mieux être à l'étranger, même avec une loi sur la déclaration, etc., machin, et ne plus être dans un enfer administratif où vous avez les boulets aux pieds pour pouvoir créer quoi que ce soit. Et donc ça enverrait en fait un très très mauvais signal à tous les gens qui sont créateurs de valeur en France, chefs d'entreprise, sur le point de créer des entreprises, etc. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est quand même intéressant, hein, qu'il faut voir. Je veux dire, c'est quand même ultra inquiétant. C'est ultra inquiétant. En septembre 2024, baisse des créations d'entreprises s'accentue nettement. Si on regarde le schéma, en fait, hein, on va faire une petite analyse rapide, mais je vous ai toujours dit euh, comment dire, et je change pas d'avis sur le sujet, hein. Le problème de cette statistique, c'est qu'on mélange généralement dans les médias, on vous parle de l'ensemble des créations d'entreprises, on vous parle de ça, hein. Et on vous dit, voilà, il y a une croissance de l'augmentation des entreprises. On dit les jeunes et inexpérimentés Mozart socialistes de la finance ont réussi à créer des entreprises, mais c'est pas vrai. Ce qui compte, c'est les entreprises classiques, et on voit que les jeunes et inexpérimentés Mozart de la finance sont jamais arrivés à rien du tout de positif. Voilà où on en est. C'est ça les vraies entreprises. Et regardez ce qui se passe depuis juin 2024. C'est juste une chute. C'est juste une chute de la création des entreprises classiques, hein. Donc c'est quand même une catastrophe nationale. Nationale. Qu'est-ce qui se passe? On peut regarder l'ensemble des créations. Donc si vous ajoutez en fait cette courbe-là avec les micro-entrepreneurs en France, vous obtenez ça, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans les auto-entrepreneurs, la situation économique, elle est devenue tellement catastrophique qu'il n'y a même plus de création d'entreprises, enfin beaucoup moins on va dire, de création d'entreprises chez les micro-entrepreneurs, chez les auto-entrepreneurs. Si vous voulez, cette hausse des micro-entrepreneurs et des auto-entrepreneurs compensait les mises au chômage, compensait les problèmes économiques de la France. Mais maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, là, on est en train d'arriver, comme vous voyez, en décembre 2022, quand il y a eu l'augmentation des taux de crédit, etc., l'économie a plongé. Elle a plongé dans les entreprises classiques, mais aussi chez les auto-entrepreneurs.
on peut voir, là, ça se passait pas vraiment très bien pour les entreprises classiques. Par contre, on voit en fait une augmentation du chômage quelque part par l'augmentation du nombre d'auto-entrepreneurs ici. C'est pas que ça a été plus dynamique, c'est juste que les entreprises en 2022, bah, elles ont souffert. Les gens ont commencé à partir et ils ont créé des micro-entreprises ou des auto-entreprises. Voilà, c'est ça la réalité du truc. Pareil ici, 2017 à 2019, c'était pas nécessairement la fête, vous voyez. En termes d'économie générale, il n'y avait pas beaucoup d'entreprises classiques qui étaient créées. Mais par contre, il y a la pauvreté qui s'est accrue et donc le nombre de micro-entrepreneurs voilà, a cru tout le temps. Vous voyez, jusqu'en 2015 à peu près, même 16, on avait une différence entre ces deux chiffres qui était à peu près constante. Mais la problématique de ici, c'est en fait, là, il y a plus de gens qui étaient mis dans la pauvreté. C'est ça, en fait, la réalité de ce chiffre-là. Mais là, on voit que là, on est en septembre 2024 et on est dans une situation absolument catastrophique. Catastrophique. Hein. Euh, c'est pour ça d'ailleurs, quand on parle du budget, bon, je fais une petite digression. Quand on parle du budget et qu'on trouve plus 60 milliards ou 100 milliards ou je sais plus combien, en fait, c'est dû à ça. C'est dû au fait que l'économie, elle se porte très très mal en France. Et il y a vraiment un risque très fort que ça continue comme ça. Donc, je pense que tous les gens qui normalement créent des entreprises, même des gens même qui voudraient être auto-entrepreneurs, qui ont un projet entrepreneurial, etc., bah, c'est clair que avec ce genre de loi où on va punir finalement les expatriés, bah, c'est évident que les gens ils vont partir beaucoup plus à l'étranger. Et le mouvement, il commence déjà à s'accélérer. Hein. Je veux dire, vous avez des chiffres hein, qui montrent que en projection, on est à peu près à plus 3% d'expatriation sur 2024. Donc, quelque part, tous les gens là qui auraient pu rester en France pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi, hein, eh ben, tous ces gens-là, ils sont en train de partir à l'étranger. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Et le signal envoyé par la taxation des Français de l'étranger ne fait que renforcer tous ces gens qui créent de la valeur, qui créent de la richesse, ne fait que les renforcer dans l'idée qu'il faut partir au plus vite. Hein. Et eux, ils peuvent partir. Parce que c'est pas facile de s'expatrier. Hein. C'est vraiment pas facile de faire le premier pas. La première expatriation, c'est vraiment pas facile. Mais là, on est en train de pousser ces gens-là dehors. C'est ça qui est problématique. Voilà, donc voilà qui dresse un peu un tableau de l'aspect politique en fait et même économique en fait de ce que peut donner ce genre de loi-là. Voilà, je vous remercie, bonne journée.